Érigé pendant tout le Moyen Âge, le bocage est un paysage agraire, marqué par la présence de haies qui ceinturent des parcelles aux dimensions et aux formes irrégulières. Dans la Manche, la mutation de l'agriculture vers l'élevage au XIXe siècle, puis son intensification pendant la première partie du XXe siècle, entraîne une densification du bocage. À cette époque, on plante des haies pour garder les troupeaux et protéger les cultures du bétail, mais aussi pour produire du bois. Le bois d'œuvre servant à la fabrication de meubles appartient aux propriétaires. Les émondes, communément appelés ragoles, témoignent encore de l'exploitation du bois de chauffe par les fermiers. Jusqu'au début des années 50, le bocage reste dense. Puis, la politique agricole change. Il faut produire davantage. On mécanise. Les tracteurs remplacent peu à peu le cheval. On remembre aussi, pour regrouper les parcelles et les agrandir. Sur le canton de Saint-James, les 12 communes sont remembrées entre 1966 et 1980. Les remembrements ont un impact négatif sur le linéaire de haies. À titre d'exemple, Montjoie-Saint-Martin voit son parcellaire agricole remembré en 1976. Le linéaire de haies passe ainsi de 120 mètres par hectare en 1972 à 64 mètres par hectare en 1980. Depuis, le linéaire de haies a continué de décroître lentement, atteignant 51 mètres par hectare en 2010. La perte de savoir-faire et les contraintes d'entretien des haies qui incombent à l'agriculteur n'incitent pas au renouvellement du bocage. Pourtant, les bénéfices de la haie et du talus sont bien réels. Alors, partons à la rencontre des acteurs contemporains du bocage et essayons de comprendre ce que peuvent nous apporter les haies aujourd'hui. Le 8 mars 2012, Jam Rétou recevait l'aide des CM1, CM2 du RPI du Tergat pour la plantation de haies. Moi, je plante des haies surtout pour faire un manteau, une veste autour du champ, pour abriter le champ déjà. On a constaté qu'avec des haies, le champ pouvait, au niveau du sol, les prairies, pouvaient gagner 2 à 3 degrés. Il faut un abri, et une protection et une nourriture pour les oiseaux et les insectes. Donc ça aussi, c'est important. C'est aussi une protection pour mes animaux, parce que quand il fait du vent ou trop de soleil, ils sont contents d'être à l'abri. Quelques explications. La plantation d'un réseau de haies autour des champs permet d'augmenter la production des parcelles de plusieurs façons. Donc les haies d'abord protègent contre le vent, elles permettent une haie de feuillis bien homogène, bien constituée, ralentit la vitesse du vent, ce qui permet de protéger la parcelle sur 15 à 20 fois la hauteur de la haie. Donc par exemple une haie de 10 mètres de haut va protéger sur 150 mètres. Et y compris aussi pour la production animale. Donc les animaux sont protégés contre les excès climatiques, ont un meilleur confort et une meilleure productivité également. La biodiversité est la collection de tous les gènes, espèces et écosystèmes d'une région. Plus la biodiversité d'une région est grande, plus ses chances de survie sont importantes. La haie est un écosystème qui abrite un grand nombre d'espèces, surtout s'il est connecté à d'autres écosystèmes similaires ou différents. Essayons de comprendre quelle est l'importance de la haie dans l'agroécosystème. La biodiversité va être utile à la régulation aussi des ravageurs, par exemple, à la pollinisation, à l'amélioration du sol. La biodiversité apportée par la haie n'est pas préjudiciable à l'agriculteur, tout est une question d'équilibre. Donc là, les haies offrent des milieux variés, des refuges, des lieux de nidification ou de reproduction, de l'alimentation.
Donc dans une haie, on peut avoir plusieurs strates, la strate herbacée, les strates arbustives et arborées. Et donc chacune de ces strates apporte un complément. On a des fleurs à la fois dans les strates, dans toutes les strates, qui permettent aux insectes pollinisateurs de se développer, de survivre en été. On a des fruits, des graines, des feuilles, enfin des cachettes. Donc tout ça favorise une biodiversité et en principe équilibrée. Donc dans les insectes, on a des insectes neutres, qui sont la majorité des insectes qu'on peut trouver dans les haies et les bordures de champs, des ravageurs et des auxiliaires. Et il faut savoir que les auxiliaires ont besoin des bordures de champs, 90% des auxiliaires ont besoin des bordures de champs, que ce soit une haie, une bande enherbée, pour survivre, alors que seulement 50% des ravageurs vont aller un jour sur les bordures de champs pour un moment de leur cycle de reproduction. Permettre à des insectes auxiliaires comme les coccinelles, les cirphes, les cirphes, ce sont de la famille des mouches, des diptères, mais qui ressemblent un peu à des abeilles qui ont des rayures en général jaunes et noires. Donc ce sont des insectes qui sous forme larvaire mangent des pucerons, mais sous forme adulte ont besoin de pollen et de nectar. Donc dans la haie par exemple, on peut avoir du noisetier qui fleurit de bonne heure et qui abrite un puceron qui lui est spécifique, donc qui ne va pas du tout attaquer les cultures. Le fait d'avoir cet arbuste, donc ça permet aux insectes qui ont besoin de fleurs de s'installer très vite à la sortie de l'hiver. Et en même temps, on peut avoir des colonies de coccinelles, par exemple, qui vont pouvoir se développer. Ça sert un peu de nurserie à coccinelles. Et comme ça, les coccinelles seront prêtes quand d'autres pucerons arriveront dans les cultures à côté. Dans la haie, on a des ressources complémentaires qui sont indispensables, par exemple aux auxiliaires, donc justement les fleurs. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir une diversité végétale dans la haie, d'avoir des floraisons tout au long de l'année, de bonne heure avec les saules et les noisetiers, jusqu'au lierre, assez tard en saison. Et puis des fleurs, en été, les fleurs de la bande herbacée vont prendre le relais. Ouais. C'est un complément entre toutes les espèces animales et végétales, un équilibre. Pas tout à fait la même flore dans la bordure et dans les parcelles. Quand on a une haie, on a des conditions qui permettent le développement de plantes qui aiment l'ombre, les sols non bouleversés, donc une flore qui peut être plus forestière ou voire prairiale si on est en bordure de prairie. Et quand on a des adventices, vraiment des mauvaises herbes en bordure de la haie, c'est parce que dans le passé ou le présent, on a un peu agressé le sol, soit par du désherbage, on l'a mis à nu. En fait. Quand on a mis à nu le sol, on a le risque de voir se développer justement des plantes qui sont concurrentes et compétitives et qui vont profiter du moindre espace libre pour se développer, comme le gaillet gratron par exemple, ou le brome. Des phénomènes de coulée de boue apparaissent régulièrement sur le territoire, occasionnant des dégâts sur les biens, mais aussi sur les terres agricoles. En effet, l'érosion hydrique entraîne une perte irréversible de sol qui compromet la fertilité future de la parcelle. Allons à la rencontre de Jean-Pierre Carnet, maire de Saint-Aubin-de-Tergat. En 2008, nous avons subi durant une bonne partie de l'après-midi des très grosses pluies, des gros orages. Combien d'eau est-il tombé? Peut-être entre 70 et 80 mm, peut-être 100 mm en l'espace de 2 heures. Et cette pluie nous a amené de gros problèmes au niveau de notre bourgade, puisque Saint-Aubin, la commune et le bourg de Saint-Aubin est placé sur une pente assez importante avec au-dessus de cette bourgade 30 à 40 hectares de terre et qui sont toutes, en fait, lorsqu'il y a des grosses pluies, canalisées dans la bourgade.
Il y a deux choses que l'on peut analyser. C'est qu'il y a un parcellaire qui a tendance quand même à être plus dans le sens de la pente dans son dessin tel que ça avait été réalisé au moment du remembrement il y a une quarantaine d'années. Et également le fait qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent retenir l'eau. Alors on voit ici tout ce parcellaire qui fait 30 à 40 hectares. Et cette année-là, tout était en maïs. Et en fait, les maïs venaient d'être faits et toute cette pluie a dévalé de façon importante et nous a amené des quantités de boue inimaginables. Alors à la suite de ces événements, nous étions également sur une réflexion de réaliser l'assainissement au niveau du bourg de Saint-Aubin, puisqu'il y avait une centaine de maisons à mettre dans un réseau collectif. Et comme le bourg a été complètement charcuté, on s'est reposé la question de notre pluvial. Donc on est repassé avec un busage central en buse de 700 puis 800 dans la partie inférieure du bourg. Et on a relié tous les canaux des eaux pluviales qui existaient à cette canalisation nouvelle. Alors ces travaux ont été très importants, ont été à la charge totale de la commune et ont représenté un investissement de 160 000 €. Alors je pense qu'il y a deux choses qui pourraient être faites. Ce n'est pas simple, c'est déjà, puisque les parcelles ici sont exploitées par des agriculteurs différents, donc ce serait de permettre une alternance de culture entre céréales d'hiver et maïs. Donc si on pouvait alterner, on aurait déjà des coupures, je dirais un peu naturelles, de rétention de ces phénomènes de grosses pluies si ça se renouvelait. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, bien sûr, ce serait d'essayer de remettre ou de repositionner des talus avec des arbres, avec des haies, qui permettraient aussi de retenir ces quantités d'eau, de permettre de les faire s'écouler avec un peu plus de temps et d'éviter que tout arrive d'un seul coup. Le projet tel qu'il est sur ce coteau nécessiterait en fait à peu près 30 000 € d'investissement pour permettre de repositionner suffisamment de haies. On sait que pour les agriculteurs, le reste à charge serait d'un peu plus de 40%, donc c'est plus de 12 000 € qui restera à la charge des agriculteurs, chose qu'ils risquent de ne pas accepter non plus. Alors l'érosion survient quand l'eau de pluie ne peut pas s'infiltrer dans le sol, soit parce que l'intensité de la pluie est trop forte, soit parce que le sol ne présente pas une structure correcte, donc c'est le cas dans nos sols limoneux qui sont assez vite battants, ou parce que le sol est déjà engorgé. Donc dans ce cas-là, l'eau, au lieu de s'infiltrer, va ruisseler dans le sens de la pente et elle va arracher en même temps des particules de terre. Et plus la longueur de pente est importante, plus la terre sera facilement arrachée. Et donc pour contrer un peu ce phénomène, il faut garder ou replanter des haies en travers de la pente, et y compris des haies sur talus, donc qui auront une efficacité meilleure pour arrêter l'érosion, stopper la terre et en même temps bloquer les éléments comme les phosphores ou les pesticides qui pourront être absorbés sur les particules de terre. Les arbres de la haie s'enracinent très en profondeur et donc ils captent de l'eau en profondeur, des nutriments en profondeur au-dessous des cultures. Et en même temps, les haies de ceinture de bas-fond qui sont très importantes, elles sont côté aval, les racines de l'arbre vont être en contact avec la nappe. Et donc elles vont pouvoir participer à la dénitrification. Autour de la haie, on a une meilleure infiltration de l'eau pour plusieurs raisons, parce que les arbres s'enracinent en profondeur, parce qu'il y a une densité de racines importante, parce que l'activité biologique, notamment les vers de terre, est favorisée, des augmentations de matière organique. Et donc avec tout ça, l'eau s'infiltre mieux et va permettre d'augmenter les temps de transfert de l'eau jusqu'au cours d'eau. Ce qui fait que c'est l'ensemble du bocage qui va être important pour ralentir les flux d'eau jusqu'au cours d'eau. Pas seulement les haies en travers de la pente, puisqu'il y a une grande partie de la circulation de l'eau qui se fait en profondeur. Donc on considère qu'il y a à peu près que 5% de l'eau qui ruisselle et 95% de l'eau qui va s'infiltrer quand même. Tenir compte du relief,
la qualité des sols, les objectifs de l'agriculteur, pourquoi on souhaite planter des haies. Et donc la structure du bocage, l'organisation, d'avoir un maillage, une continuité, notamment la continuité au niveau de la protection de l'eau. Ça c'est très important. Après, on peut avoir... on sait qu'un brise-vent protège sur 15 à 20 fois sa hauteur. Donc si on a des parcelles trop grandes, on se prive de la protection brise-vent. Si on sait que certains insectes auxiliaires comme les carabes, qui sont des marcheurs, ils ne peuvent pas se déplacer très loin, ils vont à 50 et 75 mètres. Donc c'est pareil, si les haies ou les bordures de champs sont trop espacées, on ne pourra pas bénéficier de leur action. C'est des choses comme ça. Et puis en plus, est-ce qu'il faut regrouper des parcelles qui ont des qualités de sol très différentes? On a vu précédemment que les haies apportent aux cultures, aux troupeaux, au sol et aux eaux de surface une protection face aux aléas climatiques. Elles permettent également d'accueillir une faune et une flore diversifiées, souvent favorables à l'agriculteur. Ces avantages peuvent être considérés comme un atout économique, mais certains vont plus loin dans la valorisation de leurs haies. C'est le cas de Marcel Dubois, exploitant agricole à Mélé, dans le canton voisin. Donc depuis 20 ans, on remplante sur l'exploitation des haies, dans la mesure où on a voulu reconstituer un maillage bocager suite à surtout un remontement assez désastreux dans les années 70. En 1980, on a planté environ 5 km de haies, sachant que des talus existants ont été conservés, donc on a la valeur de 6 km à 6 km de haies de plantées depuis 30 ans. L'entretien des haies est réalisé par les animaux en zone de pâturage. En zone de culture, ou le long des chemins, un entretien mécanique annuel est réalisé pour limiter l'expansion latérale de la haie. Mais Marcel Dubois ne se contente pas d'entretenir ces haies. Il les exploite en recépant par le pied certaines essences comme le charme, le noisetier ou l'érable qui sont plantés entre les arbres d'avenir. Le broyage sur l'exploitation se fait souvent l'hiver, en fin d'hiver, fin d'hiver, janvier-février, et que les feuillus aient perdu leurs feuilles surtout. Donc le stockage se fait sur une plateforme couverte suffisamment aérée pendant 2-3 mois, de façon à ce que le bois fermente et redescende à un taux d'humidité environ de 25%. Dans un second temps, le bois est repris pour être mis dans le local ou à proximité de la chaudière. Donc l'acheminement du bois ici se fait grâce à un télescopique qui permet de stocker environ les 110 mètres cubes de bois déchiqueté sec qui vont permettre d'alimenter en eau chaude toute l'exploitation ainsi que la maison d'habitation. Et bien sûr le chauffage. Donc le chargement de la cellule se fait à l'aide du télescopique environ tous les 3 semaines. Donc peu gourmand en main d'œuvre puisque tout est mécanisable. Outre la filière bois déchiqueté pour le chauffage, il est bien évident que la plaquette peut avoir un intérêt intéressant notamment pour les plantations. Et là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de séchage, donc le bois vert peut être mis directement en place. Dans les massifs paysagers, la plaquette peut avoir tout à fait son intérêt et se substituer aux produits phyto notamment. Autrement, au niveau de nos exploitations, nous utilisons aussi pour remplacer la paille du bois déchiqueté qui permet un très bon drainage des jus et un confort pour les animaux. Quittons Mélé pour rejoindre Brigitte Chrétien, maire de Montanel, où justement une haie a été paillée à l'aide de bois déchiqueté. Eh bien, nous voyons ici une haie bocagère. C'est le fruit de travail entre les élus, les agriculteurs, des habitants de la commune et aussi une aide importante des techniciens du bocage de la communauté de communes de Saint-James. Avant, c'était une plantation de peupliers qui a été réalisée au moment du remembrement il y a une trentaine d'années.
C'était un grand rideau d'arbres que l'on voyait de très loin en venant d'Avranches. Et comme ils étaient beaucoup malades et puis il y avait surtout la voirie qui était dégradée, nous avons décidé de les abattre. Après réflexion, nous avons choisi d'utiliser le bois abattu comme copeaux de paillage pour cette plantation. Cette commune, notre réflexion a été d'engager les élus à mettre en place un certain nombre de structures. Une structure qui est importante, à mon avis, c'est la commission bocage à l'échelle de la communauté de communes. Mais nous l'avons également déclinée au niveau de chacune des communes pour que la concertation, les échanges soient le plus possible auprès du terrain, de proximité. Ça me paraît très important. Et c'est de cette concertation, de cette capacité peut-être à réfléchir et à savoir qu'est-ce qu'il faut réaliser qui nous permettra d'avoir demain la capacité à prendre un certain nombre de décisions au niveau de la communauté de communes et de les accompagner. Ce qui est important, c'est de faire l'inventaire de tout ça, chose qui a été réalisée à ce jour, que les communes également dans cet inventaire ont validé, ont donné un avis favorable par rapport à aux études qui ont été réalisées. Et à partir de là, il y a des choses qui nous paraissent aujourd'hui indestructibles, qu'il faudra préserver par tous les moyens, et d'autres qui peuvent éventuellement être réaménagées autrement. Mais tel que se situe le canton de Saint-James aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion sur la reconstitution d'un certain nombre de ces talus, de ces haies. Des structures, des acteurs ont œuvré et œuvrent encore pour la reconstitution du bocage sur notre canton de Saint-James. On estime à environ 20 km le linéaire de haies replanté ces 15 dernières années. C'est bien, mais encore trop peu si l'on souhaite renouveler notre patrimoine pour transmettre à nos descendants les richesses d'un bocage adapté aux contraintes de notre temps. C'est pourquoi la communauté de communes de Saint-James, qui s'est engagée dans la préservation du bocage, souhaite désormais agir en faveur de la création de haies. Pour cela, le concours de l'ensemble des acteurs, agriculteurs, financeurs, associations de préservation de l'environnement ou encore élus est nécessaire.